Donc, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Audrey Groslo, je suis prof de didactique des sciences et de la technologie ici, mais je suis surtout aujourd'hui ici en tant que membre du Corridor vert. Le Corridor vert, c'est un regroupement d'une dizaine de profs ici de 7 départements qui s'intéressent aux questions relatives aux énergies vertes et au développement durable. Donc, des profs de toutes les disciplines, en éducation, en sciences, en génie, en gestion, etc. C'est une conférence qui est aussi organisée par le laboratoire Loisirs et Vie communautaire, donc qui est au département de Loisirs, Culture, Tourisme aujourd'hui. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Mme Julia Frotté. Merci. La conférence d'aujourd'hui va s'intituler « Le déploiement de l'infrastructure de charge pour véhicules électriques en France, aménager et valoriser le territoire par la microstructure énergétique ». Je vous lis quelques mots sur l'auteur. Julia Frotté est doctorante contractuelle en aménagement et urbanisme, accueillie au laboratoire Territoire, Ville, Environnement et Société, basé à l'Université de Lille, bien sûr en France. Elle est membre du projet de recherche Mobilité et usage des véhicules électriques, qui fait partie du programme Campus universitaire à mobilité innovante et neutre en carbone. Depuis 2019, elle est également membre du laboratoire associé international Electromobility for Campus of Universities Based on Sustainability, vous voyez, je suis pas anglophone. Donc le E-Campus, UQTR et Université de Lille, dans lequel s'inscrit la présente communication. Le projet E-Campus vise à coordonner les travaux pluridisciplinaires autour du véhicule électrique au Québec et en France. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci Audrey. Et je te laisse la parole. Bon, du coup, merci aux membres du Corridor vert et bien sûr Audrey Groslo, sans qui cette présentation et ces échanges aujourd'hui sur l'électromobilité n'auraient pas pu avoir lieu. Donc, avant de présenter un peu mon travail de thèse sur les bornes de recharge en France, je vais commencer par vous présenter un peu le cadre d'inscription dans lequel s'inscrit mon travail de doctorat. Donc, il a été financé dans le cadre du programme de recherche CUMA. Je vais commencer par vous présenter ce programme de recherche et ensuite on parlera effectivement du déploiement de l'infrastructure en France. Alors, CUMA, qu'est-ce que ça veut dire exactement, ce programme de recherche? Donc, campus universitaire à la mobilité innovante et neutre en carbone. Donc, un projet de recherche qui comprend 3 laboratoires situés à l'Université de Lille. Donc, un laboratoire en génie électrique, le L2EP, peut-être vous montrez les logos ici. Un laboratoire en aménagement et urbanisme, TVES, qui est mon laboratoire. Et Cristal, un laboratoire en informatique. Voilà, donc un programme de recherche qui combine les compétences de ces 3 laboratoires. Alors, comment est né ce programme de recherche? L'idée d'un programme de recherche sur l'électromobilité, elle part du constat, en fait, du bilan carbone effectué par l'Université de Lille sur les émissions de gaz à effet de serre sur le campus. Et on s'est rendu compte que les déplacements étaient à l'origine de 56% des émissions de gaz à effet de serre du campus, de l'ensemble des activités du campus. Et parmi ces déplacements, 97% des déplacements sont des trajets domicile-travail. Alors, comment remédier à cette situation ? L'une des solutions trouvées sur le campus est l'électrification, effectivement, du parc de véhicules. Alors, nous aussi, en tant qu'urbanistes, on comprend le problème de ces émissions par la localisation du campus. Là, c'est simplement une diapo de contexte pour vous montrer un peu où se situe l'Université de Lille et le campus. Alors, Lille, on est au nord de la France. Le centre-ville, au cœur de ses remparts, est ici. Et le campus, vous voyez ici, dans sa bulle, a été construit dans les années 60, vraiment à l'extérieur de la ville. On est à une quinzaine de kilomètres du centre-ville de Lille, bâti ex nihilo, dans les champs, si on peut dire ça. Et donc, on a vraiment une accessibilité aujourd'hui. Le principal mode d'accès au campus, c'est la voiture. On a vraiment un campus très axé sur la voiture, totalement accessible en voiture. On a beaucoup de parking, on a une facilité d'usage de la voiture, ce qui donne aujourd'hui cette situation. Voilà, la majorité des trajets de domicile-travail effectués malheureusement en voiture, et le campus sous un nuage, qui se trouve sous un nuage en fait de polluants actuellement. Donc l'électromobilité comme solution pour le campus. Alors, quels sont finalement les avantages un peu scientifiques du véhicule électrique comparativement aux véhicules thermiques, qui sont un peu de 2 ordres? Alors effectivement, on a un côté la pollution locale. On a beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre du côté du véhicule électrique, mais ils sont aussi du côté efficacité énergétique, puisqu'on a très peu de pertes moteurs du côté véhicule électrique, c'est-à-dire qu'environ seulement 10% de l'énergie fournie par le carburant
est dissipé dans l'atmosphère, contre voilà, 70% à peu près de pertes pour le véhicule traditionnel, véhicule thermique. Alors, effectivement, des avantages, aussi quelques désavantages que je ne peux pas cacher, effectivement, et qui créent un peu une rupture dans les usages utilisateurs. C'est effectivement l'autonomie qui est encore un peu limitée. Pour les véhicules populaires en France, on est à 200 km aujourd'hui d'autonomie et des recharges beaucoup plus longues, plus d'une heure et demie en recharge accélérée, 5 heures là pour les recharges lentes, alors qu'effectivement, recharger un véhicule conventionnel, en 5 minutes, vous pouvez l'effectuer. Alors, on ne va pas cacher ces désavantages, mais on met en avant dans le projet Cumin plutôt les avantages concernant la pollution et l'efficacité énergétique du véhicule. Alors, autre avantage, effectivement, si la production d'électricité est couplée à des énergies renouvelables ou à de l'énergie nucléaire, la question des déchets nucléaires mise à part, on a une analyse du cycle de vie très intéressante au niveau du véhicule électrique avec très peu de rejet de CO2 à l'arrivée. Petit nota bene, en France, on a 77% de production d'électricité qui est nucléaire, d'origine nucléaire. Donc on arrive à des productions, des émissions de GES vraiment intéressantes. Petit clin d'œil aussi pour le Québec, on a 80%, je pense, de production d'origine hydraulique. Donc on a aussi là un potentiel intéressant. Alors, donc je rappelle, deux avantages principaux, pollution locale très mineure et un potentiel d'efficacité énergétique intéressant, qui font que lors de la déclaration des derniers accords de Paris en 2015, on a des objectifs qui ont été fixés par le gouvernement, par les différents gouvernements présents, de fixer un parc à 100 millions de véhicules d'ici 2030. Alors comment atteindre ce parc, l'électrification du parc automobile mondial, alors qu'on est à 1 million à peu près de véhicules en circulation actuellement? Ça passe par des initiatives locales, dont le projet Cumin. Voilà. Donc Cumin, 1 million de véhicules, c'est à l'échelle de la France? À l'échelle mondiale. Voilà. On a effectivement un objectif mondial d'atteindre un parc de 100 millions de véhicules. Voilà, à l'échelle mondiale, actuellement, on est à environ 1 million de véhicules en circulation, pour moitié en Chine. Voilà. Alors, donc comment mettre en œuvre l'électrification de ce parc? Cela passe par des initiatives locales, petit à petit, qui vont permettre de passer d'une mobilité à une autre. Et Cumin, effectivement, veut être démonstrateur et plutôt modèle et favorable à cette transition énergétique. Donc effectivement, c'est à l'échelle d'un campus, donc une échelle plutôt raisonnable de projet, favoriser l'utilisation des véhicules électriques, encourager la recharge via l'installation de panneaux photovoltaïques, d'ombrières photovoltaïques sur le campus et suivre effectivement, améliorer les performances des batteries par l'instrumentation des véhicules électriques par les différents laboratoires. Alors ce projet a été construit et pensé en 2 phases. Donc une première phase d'études et de sensibilisation, d'études sur le campus, d'études sur les véhicules, 2015-2019. Donc on s'inscrit dans cette phase. Et une phase 2 qui va bientôt démarrer de mise en œuvre. Alors, au terme de ces 2 phases, on vise effectivement, il y a un idéal fixé, c'est ce schéma directeur de la mobilité durable du campus, d'un campus électrifié si l'on peut dire, avec effectivement un certain nombre de parkings qui proposent des ombrières photovoltaïques, des bornes de recharge pour véhicules électriques, des stations où on aurait des Segway, des trottinettes électriques en libre service et des navettes autonomes. On a actuellement déjà la navette autonome qui est en expérimentation sur le campus. J'essaie d'avancer. Ah, voilà. Donc, je parlais de la phase 1. Ma thèse, s'inscrit dans la phase 1 de ce projet, dans les études et sensibilisations. Donc, 2 thèses ont été financées dans le cadre de cette première phase. Une thèse en génie électrique, 2016-2019, et la mienne en aménagement urbanisme, qui vise à vraiment comprendre, faire un état des lieux du déploiement de l'infrastructure en France, qui sont les acteurs, pourquoi ils ont développé et quelles sont les perspectives de ce déploiement. Voilà, c'est une thèse qui permet de comprendre aussi les enjeux et l'écosystème d'acteurs autour de cette nouvelle technologie. Alors, un programme de recherche, des thèses financées et aussi des projets de recherche qui découlent de ce programme. Donc, je vais rapidement passer sur MOVE, par exemple, un projet de recherche dans lequel je participe en aménagement urbanisme, qui vise
vraiment à comprendre l'offre à l'échelle d'un territoire, recenser tous les acteurs du déploiement, comprendre pourquoi ils ont déployé, quelles sont leurs stratégies de localisation. Donc, on reviendra sur ces résultats un peu plus tard. Et bien sûr, le e-campus, grâce auquel je suis là aujourd'hui, qui vise à vraiment créer un échange sur ce sujet entre le Québec et la France. Et donc, l'alliance, en fait, ou le partenariat a vraiment déjà commencé, puisqu'une thèse en co-tutelle a déjà démarré à la rentrée 2018. Et le doctorant, donc David Ramsey, devrait arriver bientôt à l'UQTR, certainement ce semestre prochain. Alors, l'enjeu, effectivement, c'est d'articuler ce LAI, donc ces échanges France-Québec avec Cumin. Donc, c'est un projet, le LAI, en plusieurs axes, qui comprend une étude hydrogène, une étude véhicule électrique et qui devrait aboutir à des scénarios d'électrification des deux campus, de l'UQTR et de Lille, en fonction des contraintes et des spécificités des deux campus et surtout, notamment à l'UQTR, de l'extrême variation des températures et des conditions souvent extrêmes auxquelles sont confrontées les batteries. Donc voilà, donc ces scénarios d'électromobilité devraient prendre en compte ces spécificités locales. Voilà pour un peu le contexte de la thèse, les équipes avec lesquelles je travaille et voilà, le partenariat France-Québec qui s'amorce. Alors mon travail plus particulièrement, donc je travaille sur le déploiement donc, de l'infrastructure de charge pour véhicules électriques. Donc techniquement en France on appelle ça IRVE, donc je vais appeler ça IRVE pendant toute la présentation. Et, donc voilà, donc je commence par cette présentation que j'ai découpée en 3 temps. Je reviendrai dans un premier temps sur quelques chiffres, voilà, faire un point sur la situation avec les dernières données en date, sur les ventes, sur le nombre d'IRVE dans le monde et en France aussi, quelques chiffres sur le Canada et le Québec. Puis en 3 temps, je vous montrerai un peu les étapes de déploiement de l'électromobilité, de développement de l'électromobilité en France. On est dans un contexte particulièrement volontariste de la part des pouvoirs publics pour promouvoir et développer vraiment l'électromobilité en France. Alors, sur cette situation et cet état des lieux, où en est-on des véhicules électriques dans le monde? Avec les derniers chiffres en date, donc je m'appuie sur le Global EV Outlook 2018. Le 2019 vient de sortir, mais je me suis appuyée sur l'ancien pour préparer en amont cette publication. Les tendances sont globalement les mêmes. À retenir, c'est la Chine qui détient le record des ventes. On est à 580 000 véhicules vendus en 2017. La Chine représente la moitié du parc mondial. Et par contre, voilà, on va dire qu'on a encore des pourcentages, des parts de marché assez faibles. C'est 1% du marché des véhicules neufs en Chine. Alors, ce qui est le plus intéressant de regarder, c'est la Norvège, les chiffres pour la Norvège, où là, on a un parc beaucoup plus restreint. On est à 200 000 véhicules en circulation, mais les véhicules électriques représentent 39% de la part des ventes de véhicules. Donc là, on a vraiment un engouement pour ce type de motorisation. Alors, la France-Canada, donc en France, on a toujours des ventes en progression. On a 123 000 véhicules en circulation, mais qui représentent seulement encore 1,4% des ventes de véhicules neufs, donc toujours dans des volumes marginaux, si l'on peut dire, mais en progression, en constante progression. Alors au Canada, alors effectivement c'est assez sombre, on a 45 000 véhicules en circulation, 1,1% des ventes de véhicules neufs, mais 2018, alors j'ai vu justement les chiffres dans le dernier rapport, on est à une progression vraiment fulgurante en 2018, peut-être éventuellement le fruit des politiques incitatives sur ce sujet. Oui. Alors, je ne sais pas si on peut vous couper en cours de Allez-y, oui. Pour ce qui est, je vais commencer par vous présenter, Michael Méringue, donc oui. Circuit électrique Hydro-Québec. Donc on est le réseau de bornes le plus grand au Canada. Pour ce qui est du nombre de ventes de véhicules immatriculés sur les routes du Québec, à ce jour c'est 44 000 au Québec pour 100 000 au Canada. Ah oui, donc ça doit être les chiffres de Québec, du coup. Voilà, c'est les chiffres Québec. Et qu'effectivement, voilà. Très bien, merci. Du coup. Alors du coup, effectivement, 44 000, et on doit être beaucoup plus actuellement, vu les ventes 2018 qui étaient en très forte progression. Donc là encore, on a un contexte vraiment dynamique sur ce sujet. Alors, IRVE, infrastructure, tout confondu. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans le monde? La majorité, à 95% de toutes les bornes recensées, toute l'infrastructure de charge recensée sont privées, c'est-à-dire qu'elles sont en accès restreint
Elles ont été implantées par des entreprises pour leur flotte, pour les salariés, par des particuliers chez eux à la maison, donc en accès restreint. Donc comment fait-on pour se recharger, par exemple, en cas d'urgence, pour un dépannage ou voilà, sur voirie ou sur l'espace public? Il faut aussi ces bornes-là. Donc nous, en Europe, on a des seuils fixés par la Commission européenne, c'est-à-dire que les États membres doivent installer au moins un point de charge sur l'espace public, accessible 24 heures sur 24, pour 10 véhicules. Voilà, c'est un peu les seuils à atteindre en Europe. Et donc pour atteindre ces seuils de points de charge accessibles, ouverts à tous, de grands investissements sont annoncés. Donc en Europe, on a des 1000 milliards d'euros. J'ai vu au Canada des investissements annoncés, alors vous me corrigerez peut-être, mais pour le Québec, 120 millions annoncés d'investissements pour le Québec, particulièrement pour l'infrastructure de charge accessible et rapide, accessible au public. Alors, on se concentre maintenant sur la France. Où en est-on? On recense 236 000 points de charge donc en 2018, dont 26 000 ouverts au public. Donc c'est un nombre de points de charge tout confondus, en particulier privés, ouverts au public. Alors j'ai représenté sous forme de cartographie un peu la progression du maillage en bornes de recharge grâce à une base de données nationale, qui recense un peu tous les réseaux actuelle. Alors, elle n'est pas exhaustive, elle a des lacunes, mais elle permet de montrer quand même qu'il y a vraiment une progression dans le maillage, une densification progressive du territoire français entre 2014 et 2019 ici. Alors, 2014, quels sont les réseaux? Ils sont plutôt ponctuels, concentrés dans les régions urbaines les plus denses, ici autour de la région parisienne par exemple. Ils sont aussi issus de projets pilotés par l'État, expérimentaux, notamment projet Corridor, donc équipement des principales aires d'autoroute. C'est un peu le linéaire, certains linéaires que vous pouvez apprécier ici. Et celui-ci, il est issu en fait de la CNR, donc Compagnie nationale du Rhône, qui est une société, mais qui a une part de capital public, qui a des missions de service public et qui a donc déployé des bornes de recharge. Donc les réseaux sont au départ assez rares, assez ponctuels, et le fruit d'une volonté, d'une politique volontariste issue de l'État. Progressivement, le maillage s'étoffe et on va expliquer pourquoi il prend ce format-là de manière assez hétérogène. Il se concentre sur certaines zones et certaines régions au détriment de certaines autres régions. Alors, comment en est-on arrivé à cette situation où le maillage en infrastructure est vraiment dense, densifie, où le volume de véhicules électriques, le volume des ventes, certes est encore en volume assez restreint, mais augmente? C'est qu'on a en France, et on évoquera la situation au Québec pour voir les différences éventuelles, on a vraiment eu une politique volontariste avec des très fortes aides, des politiques très incitatives pour promouvoir le développement du véhicule électrique et de son infrastructure. Alors pourquoi toute cette politique incitative? Parce que le véhicule électrique est considéré par les sciences humaines vraiment comme une technologie dite de rupture, qui crée vraiment un saut dans les habitudes des utilisateurs, parce qu'il y a effectivement une autonomie restreinte, un temps de charge beaucoup plus long. Et donc pour ces mêmes auteurs, le développement du véhicule électrique ne passe que par la mise en place tout un environnement favorable qui rassure l'utilisateur, qui le pousse un peu à l'achat de cette nouvelle technologie. Et cet environnement favorable passe par des politiques incitatives. Alors je les ai catégorisées en trois classes, on va dire. On joue donc sur la réduction du coût d'achat par des bonus, des primes à la conversion, si vous ramenez votre vieux diesel par exemple. La réduction du coût de possession, par exemple, on va vous exonérer de certaines taxes dans votre flotte d'entreprise si vous prenez des véhicules électriques, ou réduire vos frais de carte grise, c'est un peu la carte d'identité du véhicule. Ou réduire les coûts d'usage de votre véhicule, par exemple par la politique du disque vert, c'est-à-dire que vous pouvez vous garer gratuitement dans certaines communes quand vous avez un véhicule électrique, ou alors par le déploiement des bornes publiques. Et je vais me concentrer sur ce levier-là particulier, parce que certaines bornes publiques qui ont été déployées proposent une charge gratuite. Donc là, on a évidemment une réduction du coût d'usage importante et intéressante pour l'utilisateur. Alors, déploiement d'une infrastructure de charge, évidemment c'est un levier d'incitation à l'achat et cela passe par plusieurs obligations, le déploiement de cette infrastructure, obligations pour les particuliers et pour les entreprises. Donc je l'ai recensé ici, on ne va pas lire tout le diapo, mais il y a une obligation d'achat qui date d'installation qui date du 13 juillet 2016.
Donc, c'est-à-dire que les immeubles collectifs, donc habitat collectif avec un parking, un bureau avec un parking, un cinéma avec un ensemble de stationnement, doivent prééquiper en fait, de façon obligatoire la moitié de leurs emplacements de stationnement en vue de l'aménagement d'une borne de recharge. Donc on a des obligations d'installation dans ces espaces privés. Et en ce qui concerne la recharge sur espace, sur voirie publique, il n'y a pas d'obligation pour les collectivités d'installer, mais il y a des subventions, et c'est sur les subventions que sur les dossiers de subventions que je vais centrer la présentation. Alors, je parle d'IRVE depuis tout à l'heure. Finalement, à quoi ça ressemble? On va rapidement passer là-dessus, mais pour ce qui est des particuliers et des flottes de véhicules électriques, on a souvent ce type de borne, de point de charge. C'est ce qu'on appelle une wallbox, un point de charge qu'on peut installer, une point de charge murale. Donc on trouve dans les parkings d'entreprises, dans les parkings d'immeubles résidences collectives. Voilà. Donc c'est un peu ça qu'on va trouver avec une prise de type 2 qui est le standard en Europe, qui est différent, donc, il me semble, des bornes qu'on trouve ici sur celles que j'ai vues en arrivant. Et par contre, sur voirie, celles qui sont accessibles 24 heures sur 24, installées par les collectivités, elles vont ressembler plutôt à ça. Alors il y en a de tout type, mais j'ai pris celle qu'on trouve à Lille, installée par le groupe Bolloré. Donc un objet technique, un équipement de voirie qui au final peut sembler vraiment très simple. En fait, on déploie la borne comme on déploie un équipement de voirie. C'est souvent ce que j'entends, c'est un simple objet technique. Alors en réalité, un peu comme de l'éclairage public, en réalité c'est un objet qui s'appuie sur ce qu'on appelle les grands réseaux techniques, soit réseau d'électricité, réseau viaire, réseau télécommunications sans fil. Donc ces grands réseaux, ou appelés Large Technical Systems en sciences humaines et sociales, donc qui a emporté vraiment le confort aux citadins qui ont participé à l'avènement de la ville moderne, avec un rapport vraiment immédiat, instantané à la ressource. Et ce qui est intéressant, c'est que ces objets techniques qui s'appuient donc sur ces grands réseaux ne sont pas seulement techniques, mais ils ont une très forte dimension culturelle. Ils sont vraiment le fruit de projets d'acteurs. Ils sont porteurs aussi d'un service à l'usager. Donc c'est vraiment cette dimension qui m'a intéressée aussi dans la thèse, c'est qu'au-delà de l'objet technique qui peut sembler simple en apparence, il y a vraiment derrière et en amont tout un projet d'acteurs qui ont dû se concerter pour proposer un réseau de charge de manière cohérente avec un service à l'utilisateur, un service d'électromobilité à l'utilisateur. Oui. Une question, peut-être juste une validation que j'ai besoin en termes de différence pour ce qui est des bornes de recharge de type 2, mettons. Oui. Au Québec, au Canada, en fait, le câble de raccordement reste sur la borne. Alors, on en discutait. Tout à fait. Alors qu'ici, l'électromobiliste arrive se raccorde à la borne. Tout à fait. C'est toute une différence en termes d'urbanisme, puisque là, effectivement, il n'y a pas la notion de câble, de rappel de câble ou de câble qui traîne au sol. Alors, on pourrait croire que c'est plus simple, sauf que les bornes Bolloré sont arrivées avec tout leur coffret électrique. Donc, si on élargit la photo, on a tout un coffret, tout le coffret électrique, en fait, toute la table qui est à côté de la borne. Donc, en fait, on a d'autres difficultés. Donc, là, c'est pas le câble, mais il y a une autre difficulté esthétique, mais de consommation d'espace qui vient avec le déploiement de la borne. Ça reste vrai avec oui. Une borne, qu'elle soit une borne rapide ou une borne qu'elle soit embarquée ou non embarquée, le cabinet électrique vient de toute façon à côté, donc c'est aussi une réalité ici. Tout à fait. Mais on a les câbles, il faut faire avec les câbles, en plus de la réalité de la météo qui fait qu'on a des câbles et de la neige. Alors nous aussi on a des câbles, mais sur les bornes vraiment très rapides. Voilà. Donc, mais effectivement, par exemple celles qu'on voit sur le campus, ce sont des bornes, je pense, accélérées, voire normales, on charge en 1h30. Nous, on n'a effectivement pas de câble sur ce type de borne. Donc, les gens prennent le câble dans leur voiture. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est fourni. Ça prend beaucoup d'espace. Non, dans le coffre, en fait. C'est fourni, par exemple, avec la Zoé. À l'arrière du coffre, vous pouvez brancher votre Zoé. Toute la voiture vient avec l'équipement adéquat. Alors, projet d'acteur, pour un peu creuser la dimension d'objet culturel, projet d'acteur, il fallait que je trouve une source fiable en France pour analyser ce côté acteur.
Donc j'ai choisi les dossiers de subvention de l'ADEME. Alors l'ADEME, c'est vraiment un opérateur de l'État qui anime en fait et souvent coordonne ce type de subvention destinée aux collectivités. Donc là, c'est un grand système de subvention destiné aux collectivités pour qu'elles déploient des réseaux publics de bornes de recharge sur l'espace public. Alors 3 versions ont été déposées entre 2013 et 2016 et ces versions ont été destinées vraiment à des groupements de communes de plus de 200 000 habitants. Donc pour nous, pour le contexte français, c'est vraiment pour des espaces densément peuplés, vraiment urbanisés, avec l'idée que l'innovation et le véhicule électrique est vraiment adapté pour ces zones urbaines vraiment densément peuplées. En réalité, quand on analyse les dossiers qui ont été déposés entre ces années 2013 et 2016, donc 88 projets analysés sont en fait des syndicats d'énergie qui ont en majorité répondu à l'appel. Alors, pour replacer dans le contexte français, les syndicats d'énergie sont des regroupements de communes en fait, qui gèrent en fait, la distribution de l'énergie, enfin, de l'électricité. Donc, elles sont autorités organisatrices de l'énergie, enfin, de l'électricité. Elles sont vraiment les interlocuteurs, les maîtres d'ouvrage qui discutent avec les entreprises privées de la distribution de l'électricité. Et ils ont été des acteurs majeurs en fait, de l'électrification des espaces ruraux en France, donc hors métropole, hors chef-lieu de région, vraiment des acteurs qui ont participé à électrifier ces zones rurales. Et aujourd'hui, ils ont répondu en massivement à cet appel à projet à hauteur de 80% des réponses. Et quand on dit ruraux, nous en France, c'est qu'on a en fait des densités d'habitants au kilomètre carré qui sont de l'ordre de 80 habitants au kilomètre carré, qui est pour la France vraiment quelque chose de peu peuplé, parce qu'on est dans une moyenne nationale de 100-120 habitants au kilomètre carré. Donc des projets portés par des acteurs plutôt du monde rural, en réalité, et non pas des acteurs des espaces... Alors là encore, ça passe assez mal, mais l'idée est faite que je mets en correspondance les cartes que je vous ai mises tout à l'heure, donc de la densification progressive en fait, du maillage en IRVE, avec le dépôt des projets ADEME. Donc en fait, ce sont des syndicats départementaux, ils sont d'échelle vraiment départementale, donc c'est une subdivision régionale en France, si vous voulez, donc représentée par ces espaces, ces zones bleues. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a vraiment une corrélation entre le dépôt des projets et la densification en IRVE en France. Donc par exemple, à l'ouest, des syndicats ont déposé. En 2013, on retrouve en 2016 leur schéma départemental. C'est encore plus flagrant pour le sud-ouest entre 2016 et 2017, où tout le sud-est est couvert. Et à l'inverse, on a des zones blanches, ce qu'on peut appeler des zones blanches, c'est-à-dire des zones où on n'a pas de dossier déposé. Donc c'est l'Auvergne, pour ceux qui connaissent un peu le contexte, et l'est de la France, notamment autour de Strasbourg et l'Alsace. Et effectivement, ça correspond à des zones où on a beaucoup moins de bornes de recharge. Oui. Ah oui. Merci. Et donc des zones, effectivement, où on a beaucoup moins de bornes de recharge qui correspondent à l'absence aussi de projets déposés par ces collectivités locales. Alors, comment caractériser les projets déposés? Si on veut savoir, faire un peu un état des lieux en France, à quoi ressemblent les projets, l'ADEME avait fait des recommandations, un point de charge pour 3000 habitants. Donc là, on raisonne en nombre d'habitants. Et ça correspond effectivement à la moyenne des projets déposés, c'est-à-dire un point de charge pour 2500 habitants et à environ 120 bornes projetées sur les territoires. Donc c'est des territoires départementaux, comme on l'a vu. Alors, c'est ce qui correspond à ce qui est orangé clair. C'est un peu la moyenne des projets. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est un peu les écarts à la moyenne. C'est des territoires qui ont été beaucoup plus volontaires, qui ont voulu déployer beaucoup plus que les attentes. Donc, c'est ce que vous avez en orangé foncé et celui-ci, qui est très foncé. Donc, la région parisienne est ici. Donc, on est dans l'Aube. Alors, un territoire plus à l'est. 51 habitants au kilomètre carré, qui est pour les densités françaises. Donc pour le contexte français, ce qui est intéressant, c'est que les territoires les plus volontaristes, finalement, sont aussi les territoires les moins densément peuplés. Donc pas forcément les territoires avec une grande métropole, les territoires vraiment polarisés par un espace urbain dynamique. Non, c'est des départements qui se qualifient eux-mêmes de ruraux. Donc voilà, que ce soit l'Aube ici, la Lozère qu'on retrouve ici avec 15 habitants au kilomètre carré, ou la Dordogne avec 46 habitants au kilomètre carré qu'on trouve ici avec 160 IRVE projetés sur l'ensemble du territoire. Et des territoires plus prudents, c'est-à-dire qui ont été
en deçà des recommandations, seulement 2, on en ressent seulement 2. Donc on a vraiment, une volonté de ces collectivités territoriales d'aller plus loin que les attentes en termes de maillage et de densification en point de charge. Alors tout simplement pour rendre compte de cette ambition affichée, j'ai juste remis le nombre de points de charge projetés par les territoires et le nombre réel qu'on trouve aujourd'hui de points de charge sur les territoires. Et en majorité, c'est des réseaux beaucoup moindres que ce qui avait été annoncé dans le projet déposé. Alors souvent pour des contraintes budgétaires finalement, des bornes plus chères qu'elles n'avaient été imaginées au départ. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'il y a eu vraiment cette ambition affichée, des projets sur le papier vraiment ambitieux, parfois même au-delà des recommandations de l'ADEME. Alors pour nous, en aménagement urbanisme, c'est intéressant de voir ça, ces écarts à la moyenne, parce que ça montre qu'il y a d'autres enjeux qui sous-tendent en fait le déploiement. C'est-à-dire qu'on trouve très peu de mentions, la transition énergétique par exemple dans les dossiers, mais ce qu'on retrouve dans ces dossiers, c'est beaucoup de mentions à l'équité spatiale, c'est beaucoup de mentions au service public. On veut mettre un nouveau service public dans ces espaces ruraux. C'est dans un contexte où on a une très forte métropolisation en France, c'est-à-dire que les métropoles, les grandes villes captent beaucoup de subventions, beaucoup de richesses. Ces espaces ruraux ont voulu implanter une borne pour montrer qu'ils sont aussi innovants, qu'ils ont aussi, le droit d'avoir de l'innovation dans ces territoires-là. Alors, ces enjeux, ces questionnements à l'échelle nationale, dans le cadre de MOVE, d'un projet de recherche, on a posé ces questions à l'échelle d'une région pour vraiment les creuser à l'échelle beaucoup plus fine et comprendre finement les stratégies d'acteurs. Donc là, je vais enchaîner sur la présentation des résultats de ce projet de recherche, simplement pour vous donner un aperçu de ce qu'on fait aussi en France à l'échelle beaucoup plus fine. Donc j'ai travaillé à l'échelle nationale. Dans le cadre du projet, on travaille à l'échelle de notre région, donc beaucoup plus finement. Donc là, vous voyez une région, on a 5 départements. Vous voyez un peu l'échelle du département, à quoi ça peut ressembler. Donc on est en Haute-France ici, l'île est là, vous pouvez l'apercevoir dans ce nuage de points. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans ce projet de recherche? On a recensé de manière exhaustive l'offre de charge, parce que la base de données que je vous ai montrée tout à l'heure, data.gouv, elle n'est pas tout à fait exhaustive et elle n'entre pas dans la finesse d'une région. Donc on a recensé de manière exhaustive l'offre et on a essayé de catégoriser les types d'acteurs en présence, qui déploient et pourquoi. Alors en majorité, ce sont effectivement les collectivités. On a retrouvé l'appel à projet de l'ADEME, donc ce sont tous les points jaunes. Donc vraiment, il y a une couverture des territoires en borne de recherche grâce à cet appel à projet. Donc on a un peu confirmé ce qu'on voit aussi à l'échelle nationale. Et ensuite viennent les commerces, alors supermarchés, intermarchés, nous qui ont des grands, des grands parkings, qui ont souvent devancé un peu la législation, qui ont anticipé la législation et qui ont installé plusieurs points de charge sur l'emplacement de stationnement. Alors, ensuite, les concessionnaires automobiles, qui eux ont un enjeu économique, bien sûr, à proposer une infrastructure de charge pour leurs clients, c'est un service en plus. Et viennent ensuite le parc d'entreprises et certains particuliers. Alors, ce qui est intéressant dans le contexte français, c'est que les particuliers ont ouvert en fait leur point de charge aux utilisateurs. Ils ont ouvert leur garage, si vous voulez, pour que les utilisateurs puissent se charger dans un contexte. Alors, il y en a de moins en moins, dans un contexte où on n'avait pas encore de bornes publiques, ça existait. Alors, aujourd'hui, on remarque que le nombre de points de charge ouverts par ces particuliers tend à diminuer parce que l'offre publique est arrivée actuellement. Voilà, c'est un peu une originalité qu'on avait peut-être en France. On discutera si au Québec, il y avait ce réseau de solidarité entre particuliers utilisateurs. Oui. Juste une question au niveau de l'utilité, en fait, l'énergéticien que serait EDF. Oui. Il se placerait où? Il serait dans l'opérateur? Il est opérateur du réseau Isivia. C'était l'ancienne Sodetrel. Alors effectivement, donc EDF qui gère un peu, qui est Électricité de France, a une filiale qui s'appelle Isivia qui opère des bornes, qui supervise les bornes, qui est un peu gestionnaire du parc de bornes. Et effectivement, est gestionnaire en Haute-France du parc de bornes des collectivités publiques, donc notamment sur les départements Pas-de-Calais et Nord. Voilà, c'est un peu la situation. La réponse, c'est que il y a un opérateur. Les collectivités ont demandé à EDF d'être l'opérateur de leur réseau. Tout à fait. Après marché public, par contre. Voilà, il y a une situation de mise en concurrence tout de même de ces opérateurs. Voilà, donc elles ont, dans le cadre de l'ADEME, elles ont choisi de déployer un réseau, puis un marché public s'est accompagné du déploiement. Plusieurs marchés publics d'ailleurs, pour la fourniture, la pose et pour la supervision des bornes. Voilà.
et Easivia s'occupe de la partie supervision. Voilà. Oui. Je représente Sophie Marie, donc je travaille sur la véhicule électrique. Au niveau du coût de recharge, est-ce que c'est toujours l'opérateur qui s'en occupe sur les collectivités? Alors, dans le cadre des bornes où les collectivités sont propriétaires, dans le cadre de l'ADEME, notamment du projet de déploiement subventionné par l'ADEME, le coût est fixé par la puissance publique. C'est-à-dire que Easivia n'a pas son mot à dire sur le tarif. On a par exemple 5 € la nuit pour une recharge complète de votre véhicule. Voilà, c'est à peu près le tarif. Ok, 5 € tarif fixe. Tarif fixe pour la nuit. Voilà, c'est un peu une idée que vous pouvez avoir. Comment ? Le jour, le tarif est différent. Le jour, le tarif est différent, tout à fait, parce qu'il y a des questions d'occupation du stationnement à limiter. Donc, on veut plutôt favoriser le turnover et pas le prolongement du stationnement au-delà de la recharge du véhicule. Voilà, donc, on est sur des tarifs un peu plus chers, oui, tout à fait. Mais en tout cas, des tarifs encadrés dans le cas des bornes publiques par les collectivités territoriales. Oui. Par rapport à la recharge gratuite dont vous avez parlé, oui. Ça c'est plus pour les commerces. Alors, du coup, on a un volet usage, en fait, dans le projet MOVE. Donc, on a recensé les bornes, les acteurs, un peu leur stratégie, et on est passé à le côté utilisateur. On a mené des entretiens auprès des usagers, ce qui donne plusieurs résultats, notamment concernant la recharge. On viendra sur les prix, c'est les questions de tarification peut-être après. Sur la fréquence de recharge, en fait, on a souvent l'idée que c'est la panique, on doit se recharger tout le temps, tous les jours. Notre panel d'usagers, donc on a fait des entretiens avec une vingtaine d'utilisateurs dans toute la région, montre en fait qu'il n'y a pas du tout de frénésie ou de comportement impulsif avec la recharge. Les utilisateurs de véhicules électriques se rechargent en général moins d'une fois par semaine en majorité ou tous les 2 jours. En fait, ils gèrent très bien l'autonomie de leur véhicule et ils savent qu'ils ont suffisamment d'énergie pour tenir toute la semaine parce que leurs déplacements sont assez limités et qu'ils utilisent leur véhicule souvent pour des trajets urbains et cela est suffisant. Alors, quand ils se rechargent, et en majorité, ils se rechargent à domicile. On est à 95% de recharge à domicile, donc c'est vraiment la majorité des lieux de recharge. Et quand ce n'est pas à la maison, les utilisateurs se rechargent en majorité sur les parkings des ensembles commerciaux. Et pourquoi ? Parce que souvent, les enseignes commerciales ont proposé une recharge gratuite. Parce qu'effectivement, en France, vous avez vu, on a un volume de véhicules en circulation qui est encore assez limité. Donc des utilisateurs limités, un usage encore limité. Donc la recharge gratuite est, en termes de coût d'exploitation, encore tout à fait gérable par les enseignes commerciales. Alors effectivement, on ne voit pas bien les légendes, mais on est au lieu de travail en 2e position et sur le parking des enseignes commerciales en 1re position. Pourquoi ? Parce qu'elles sont, en général, elles sont gratuites en France. La majorité sont gratuites. Supermarché, Ikea, si vous connaissez, c'est une enseigne d'ameublement. La restauration McDo, Super Rapide, c'est vraiment, on est sur une recharge gratuite. Alors vient en 3e position, la recharge sur l'espace public avec les bornes des collectivités, parce qu'elles sont payantes. Voilà. Une question. Oui. Quand les bornes sont partagées sur un parking ou dans un centre d'achat, les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils viennent brancher, ils s'en vont faire leurs affaires, puis ils reviennent débrancher? Tout à fait. Est-ce que vous avez la problématique de mauvaise utilisation de ces bornes-là? C'est-à-dire un utilisateur qui n'irait pas faire ses courses, mais qui irait... Non, c'est pas ça, c'est qu'un utilisateur qui a besoin à peu près de 1/10 de la capacité de sa batterie, Oui. mais qui reste là pour 1 heure. Ah, Donc il prend du temps parce qu'il y a une étude qui a été faite en Californie où ils avaient exactement ce problème. Et Tesla, en voulant résoudre ce problème, en a créé un autre. Dans votre étude, vous ne pouvez pas cet aspect-là. Alors pour l'instant, on est vraiment dans des volumes d'utilisation très limités. Donc pour l'instant, on n'a pas un problème de surcharge, par exemple, du réseau de bornes de recharge. Par contre, la région, avec les collectivités, là, dans leurs nouveaux marchés publics, parce que les premiers marchés publics en fait, venaient à terme, donc dans les nouveaux, vont spécifier la mise en place de capteurs, en fait, si, ça peut être ça, un système de capteurs en fait, où les usages hors recharge seraient signalés à la supervision. Donc ils tentent quand même de remédier à ce problème de voitures ventouses, si on peut appeler ça, voitures ventouses, qui restent stationnées par opportunité. Voilà. J'ai une question par rapport à ça. Et c'est quoi les types de bornes qui sont dans les enseignes commerciales?
Très bonne question, effectivement. Alors, en plus, elles sont gratuites et en plus, elles sont rapides. C'est-à-dire que sur l'espace public, on a des bornes de type accéléré, donc recharge en 1h30. Et dans les anciennes commerciales, elles sont souvent gratuites, en majorité gratuites. Et c'est des bornes qu'on appelle rapides, donc en recharge en 25 minutes, 30 minutes son véhicule. Voilà, donc effectivement, on a l'établissement de 2 réseaux un peu concurrents. Un réseau public mis en place par les collectivités dans un esprit de service public, mais payant, parce qu'on recharge son énergie, voilà, mais plus longtemps, 1h30. Et de l'autre, voilà, un service commercial pour attirer aussi les clients, offrir un service à ses clients rapide et gratuit. Effectivement, 2 réseaux concurrents. Dernière chose, effectivement, ce qu'on a remarqué aussi, c'est... Alors certes, les bornes publiques, elles sont très peu utilisées. On a vu 95%, c'est à la maison. Ensuite, c'est parking commercial. Et ensuite, c'est les bornes publiques vraiment pour des situations très locales de dépannage ou s'il y en a vraiment une en face de chez toi. Mais ce qu'on a remarqué dans les enquêtes, c'est que finalement, elles avaient une utilité en termes de visibilité. C'est-à-dire que, on sait qu'il y en a une. Donc... ça m'a rassurée, je suis passée devant, je sais qu'il y en a une, donc au cas où, je sais que je pourrais l'utiliser. Donc si elles ne sont pas utilisées, mais elles ont un fort pouvoir de rassurance des utilisateurs. Et c'est vrai que quand on a interrogé les collectivités publiques, les collectivités territoriales, elles ont fait en sorte d'installer leurs bornes sur des espaces très visibles, ouverts à la circulation, sur les grands axes routiers, et pas forcément sur des petits parkings en centre-ville, mais vraiment sur des axes visibles, pour qu'elles jouent pleinement ce rôle de rassurance des utilisateurs. Voilà. Par rapport à ça, oui. Je pense Oui. avoir entendu que EDF a développé sur son application en mobile un volet où on peut localiser directement sa borne. les bornes de recharge. Alors, comme toujours, ça dépend des bornes qui sont référencées dans l'application. Il est très difficile d'avoir une application qui recense l'ensemble de l'offre. Alors, en France, on a ce qu'on appelle ChargeMap. Donc, c'est un site de référencement en ligne des bornes participatifs. Donc, chaque utilisateur a pu mettre son point de charge et ensuite, il y a l'équipe du site qui vérifie en permanence, qui fait des mises à jour. Mais là encore, c'était participatif, donc on n'a pas forcément toute l'offre. Donc, ce qu'on a fait dans le projet Move, c'est qu'on a vraiment essayé de recouper l'ensemble de ces sources pour proposer quelque chose d'exhaustif, parce que pour l'instant, on n'a pas ce site-là qui est exhaustif et qui montre toute l'offre, toute l'étendue de l'offre pour l'utilisateur. Et c'est bien là le problème et certainement un frein à l'utilisation des bornes aussi. Alors, je termine pour boucler la boucle sur la situation sur le campus. Je reviens sur le campus universitaire. Donc, cette boucle un peu qu'on a vue au début, vous vous souvenez, enfouie sous son nuage de pollution. Alors, où en est-on des bornes de recharge sur le campus aujourd'hui ? On a des parkings relais d'un extrémité à un autre du campus qui sont équipés en point de charge, mais ce sont des prises lentes. C'est des recharges que nous on appelle domestiques, en fait, que vous avez un peu partout dans les bâtiments, installées par les collectivités. Donc, mais elles sont en dehors du campus, c'est des parkings relais aux extrémités du campus. Vous avez la borne expérimentale du P2, que j'ai recensée, mais là en accès vraiment restreint. Vous avez les bornes de Polytechnique, là en accès restreint aussi aux membres de Polytechnique. Et vous avez une borne qui n'est pas encore en service ici, qui vient juste d'être installée. Donc je conclurai sur une belle marge de progression pour les schémas d'électrification à venir, voilà, pour les futures thèses à mener sur le campus. Voilà. Je vous remercie.